Un garçon noir de 3 ans pointe du doigt un policier dans la salle d'audience et prononce 2 mots simples, « C'est lui, maman ». Ce qui se passe ensuite est incroyable. Le silence du tribunal de district d'Oakwood fut brusquement rompu en ce mardi après-midi pluvieux. La salle austère, avec ses murs en bois sombre et ses bancs soigneusement alignés, était inhabituellement bondée pour ce que beaucoup considéraient comme une simple audience de routine. « C'est lui, maman ». 2 mots simples prononcés, avec la clarté surprenante d'un enfant de 3 ans. Le petit Isaiah pointa du doigt l'agent Thomas Reeves, qui venait de franchir la porte latérale avec d'autres agents du commissariat d'Oakwood. Le visage de l'agent Reeves, habituellement impassible après 15 ans de service, changea instantanément. D'abord la surprise, puis quelque chose de plus inquiétant, la peur. Ses mains, qui tenaient fermement son badge quelques secondes plus tôt, se mirent à trembler visiblement. Tanya Wilson, une mère célibataire de 28 ans, tenta de calmer son fils en le prenant doucement sur ses genoux. « Chou, Isaiah, on ne peut pas montrer les gens du doigt », murmura-t-elle, mortifiée par les regards curieux qui se tournèrent maintenant vers eux. Mais Isaiah ne se calmait pas. « C'est lui, maman, le méchant de chez grand-mère ». La voix de l'enfant résonna dans le silence de la salle d'audience, chaque mot parfaitement audible depuis le dernier rang. Le juge Wilson, connu pour son impatience face aux interruptions, frappa du marteau. « L'audience est ouverte !» Son regard perçant se fixa d'abord sur l'enfant agité, puis sur l'officier visiblement secoué. Tanya avait amené Isaiah parce qu'elle n'avait personne à qui le confier. Elle n'était là que comme témoin dans un vol survenu près de son épicerie 6 mois plus tôt, une affaire sans lien apparent avec l'agent Reeves, du moins c'est ce que tout le monde pensait. La procureure Eleanor Hayes, organisant ses notes pour l'affaire suivante, observait la réaction inhabituelle de l'officier avec un intérêt croissant. 15 années comme procureure lui avaient appris à reconnaître la culpabilité lorsqu'elle l'apercevait, et ce qu'elle voyait maintenant déclenchait toutes ses alarmes intérieures. « Prenons une pause de 10 minutes, » annonça le juge, sentant la tension monter. « Officier Reeves, j'aimerais vous parler dans mon cabinet. » Tandis que l'officier boitait vers le cabinet du juge, le procureur Hayes s'approcha discrètement de Tanya. « Madame Wilson, c'est ça? On peut parler un instant? » Tanya hocha nerveusement la tête, essayant toujours de calmer Isaiah, qui gardait les yeux fixés sur l'officier qui partait. « Votre fils a-t-il déjà eu des contacts avec l'agent Reeves? » demanda Hayes à voix basse. « Pas à ma connaissance, » répondit Tanya perplexe. « Nous sommes ici uniquement à cause du vol à main armée. Les voleurs portèrent des masques. Je n'ai jamais vu leur visage. »« Mais ta mère, où habite-t-elle » insista Hayes. « Eldridge Grove, de l'autre côté de la ville. »« Ma mère a été agressée il y a quelques mois. Elle a 72 ans et vit seule depuis la mort de mon père. C'était traumatisant pour elle. » La voix de Tanya vacilla lorsqu'elle fit le lien. Les policiers intervenus sur place ont déclaré qu'il s'agissait de simples adolescents du quartier. L'un d'eux boitait. Ils ont tous deux regardé vers la porte par laquelle l'agent Reeves était sorti. Sa démarche irrégulière avait alors une toute autre signification. Dans les minutes qui suivirent, un événement extraordinaire se produisit. Le procureur Hayes passa un appel urgent, parlant à voix basse et gesticulant avec insistance. 2 agents fédéraux entrèrent dans la salle d'audience, se postant discrètement près des sorties. Le téléphone portable de l'agent Reeves, laissé sur la table, se mit à sonner sans interruption. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ces 2 simples mots prononcés par un enfant de 3 ans allaient déclencher la plus grande enquête policière pour corruption de l'histoire d'Oakwood. Alors que tout le monde regagnait, sa place, une question subsistait. Comment un si jeune enfant a-t-il pu reconnaître un visage qu'il était censé n'avoir jamais vu? Si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment un moment de courage enfantin a déclenché une enquête révélant des secrets gardés pendant des années dans l'ombre du système censé protéger les citoyens d'Oakwood. Dans les 48 heures qui ont suivi l'incident au tribunal, Tanya Wilson a vécu entre peur et espoir.
Le procureur Hayes avait ordonné une protection immédiate pour elle, Isaiah et sa mère âgée. 2 policiers en civil se sont relayés dans une voiture banalisée devant son appartement, dans la modeste cité d'Oakwood Heights. « Maman, pourquoi ces hommes surveillent-ils toujours notre maison ?» demanda Isaiah en dessinant tranquillement, à la table de la cuisine, son innocence intacte malgré le chaos qu'il avait déclenché. « Ils nous protègent, ma chérie, » répondit Tanya, essayant de maintenir une certaine normalité alors que son monde était sans dessus-dessous. Ce qui avait commencé comme une simple déposition de témoins dans une affaire de vol plaçait Tanya au cœur d'une affaire bien plus vaste et dangereuse. Son téléphone vibra. C'était à nouveau le procureur Hayes. « 3e appel aujourd'hui, Madame Wilson. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau ce soir. Nous avons découvert quelque chose. » La voix habituellement posée du procureur exprimait une urgence indéniable. « Amenez votre fils et ne dites à personne où vous allez. » Le bureau du procureur était étrangement silencieux. À 20h30, Hayes conduisit Tanya et Isaiah dans un couloir latéral jusqu'à une salle de conférence isolée. À l'intérieur, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants attendait, le visage marqué par l'expérience, mais le regard bienveillant qui s'illumina à la vue d'Isaiah. « Voici l'inspecteur Marcus Johnson, retraité des affaires internes », le présenta Hayes. « Il travaille officieusement sur un projet que vous devriez absolument voir. » Johnson ouvrit un ordinateur portable. « Depuis 3 ans, je rassemble des preuves sur un groupe de policiers d'Oakwood impliqués dans une série de braquages visant des résidents noirs et latinos âgés. » Sa voix était calme, mais chargée d'une indignation contenue. Toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes districts, toujours les mêmes agents répondant en premier aux appels. L'écran montrait des photos de l'agent Reeves et de 3 autres agents sur diverses scènes de crime, dont celle de la mère de Tanya. Ils repèrent les personnes âgées vivant seules, étudient leurs habitudes et frappent dès qu'ils savent qu'il y a de l'argent dans la maison, comme le jour de la retraite. Ils sont alors les premiers à intervenir sur les lieux, s'assurant que toute preuve compromettante disparaisse. Johnson a visionné d'autres photos. Le problème a toujours été de les prouver. Personne ne pouvait les identifier parce qu'ils portèrent des masques. Personne jusqu'à Isaiah. Tanya frissonna. Mais comment un enfant de cet âge peut-il avoir une perception extraordinaire de détails que les adultes négligent souvent? Interrompit une femme entrant dans la pièce. Dr Amara Davis, psychologue médico-légal pour enfants. Se présenta-t-elle en s'asseyant à côté d'Isaiah. Ils ont remarqué des schémas de mouvement, des intonations de voix, des manières particulières. Votre fils a probablement reconnu chez l'agent Reeves quelque chose que les adultes n'avaient pas perçu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'agent Thomas Reeves était assis dans un bar sombre avec 3 autres hommes, tous policiers, visiblement tendus. Ce n'est qu'une coïncidence. Un gamin qui raconte « Des bêtises !» argumenta Reeves en avalant son 3e whisky. Rien ne va se passer. « Vous avez vu les fédéraux au tribunal ?» rétorqua le sergent Peterson. « Ce n'est rien. Hayes creuse. Et ce satané Marcus Johnson était au bureau du procureur aujourd'hui. Johnson est à la retraite. Il n'a ni compétence ni crédibilité. On le considère comme un vieux paranoïaque, dit Reeves, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. De plus, le chef Rivera est de notre côté. Il l'a toujours été. Pour l'instant, marmonna Peterson. Mais si ça arrive aux médias. Reeves posa sa tasse sur la table. C'était juste un gamin qui pointait du doigt. La parole d'un enfant de 3 ans contre 4 policiers décorés. Qui croyez-vous qu'ils vont croire? Le soir même, le Dr Davis a animé une séance spéciale avec Isaiah, utilisant des poupées et des jouets pour l'aider à exprimer ce dont il avait été témoin. Tandis qu'une caméra tournait discrètement, elle lui a demandé « Isaiah, peux-tu me montrer ce que le méchant a fait chez grand-mère ?» Isaiah prit une poupée policière et la fit boitiller sur la table. Puis, avec une précision troublante, il imita quelqu'un qui criait après une vieille dame pour lui réclamer « de l'argent ». Il parlait comme ça, dit-il d'un ton plus rude, puis il frappa la poupée grand-mère qui ne trouvait pas l'argent assez vite. Tanya se couvrit la bouche d'horreur.
L'enfant n'avait jamais mentionné ces détails auparavant. « Il y a autre chose que tu dois voir », dit Johnson en fouillant dans un dossier. Il leur a montré des relevés bancaires révélant d'importants dépôts en espèces sur les comptes des 4 policiers, toujours 2 jours après les vols signalés. Il nous faut plus que des coïncidences. Nous avons besoin de preuves concrètes reliant directement Reeves au crime, a déclaré Hayes. À ce moment-là, Isaiah, qui jouait tranquillement dans un coin, se leva brusquement. « Maman, le méchant a laissé tomber ça, » dit-il en désignant quelque chose par terre chez grand-mère. C'était brillant. Les adultes échangèrent des regards perplexes. « Quel objet brillant, ma puce ?» demanda doucement Tanya. « Le même qu'il avait ici, » répondit Isaiah en désignant une photo de l'agent Reeves sur l'ordinateur portable où un badge de mérite personnalisé brillait sur son revers. Le silence retomba dans la salle. Si le badge de Reeves avait été retrouvé sur la scène de crime et avait disparu pendant l'enquête officielle, commença Ace, cela pourrait être la preuve qui relie définitivement le policier au vol. Sa mère vit toujours. « Là ?» demanda Ace, soudain pressant. « La police a-t-elle mené une recherche approfondie après le cambriolage ?» Non, ils ont été superficiels. Ils ont dit qu'il s'agissait juste d'adolescents du quartier. Le regard échangé par Ace, Johnson et Davis en disait long. Si le badge était caché quelque part dans la maison de la vieille femme, ils auraient les preuves matérielles nécessaires pour abattre non seulement Reeves, mais potentiellement toute l'entreprise criminelle. Pendant ce temps, à l'insu de tous les membres du groupe, le chef de police Rivera signait un ordre de mutation urgent pour l'agent Reeves, l'envoyant dans un petit commissariat à la frontière mexicaine. La mutation prendrait effet dans 72 heures, soit suffisamment de temps pour que toute enquête préliminaire perde son principal suspect. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire, c'est que la petite main qui avait pointé, un policier corrompu au tribunal, était sur le point de déclencher non seulement la chute de quelques officiers malhonnêtes, mais aussi de révéler tout un système construit sur les préjugés et l'exploitation des plus vulnérables. Oh! Domicile de la mère de Tanya, une perquisition minutieuse a débuté à 5h30 du matin. Le procureur Hayes avait obtenu un mandat d'arrêt d'urgence signé par un juge fédéral, contournant ainsi la juridiction locale pour empêcher toute intervention de la police d'Oakwood. Pendant 2 heures, l'équipe d'enquêteurs a passé le petit appartement au peigne fin. « Rien !» soupira Johnson, l'air abattu. « Si le badge était là, il a été retiré. » C'est alors qu'Isaiah, qui observait la scène avec de grands yeux, tira la manche du docteur Davis. « Ce truc brillant est tombé ici, » dit-il en désignant un petit espace entre le vieux canapé et le mur. Il a fait du bruit en touchant le sol. Les enquêteurs ont déplacé les lourds meubles avec précaution. Rien n'était visible, mais lorsqu'ils ont utilisé une petite caméra à fibre optique pour examiner la fissure dans la plinthe, ils ont constaté qu'elle était bien là. Le badge personnalisé de l'agent Reeves, gravé au dos des initiales TR, était logé dans une petite ouverture. « Nous vous avons maintenant », murmura Hayes, les yeux brillants de détermination, alors qu'il tenait la preuve avec une pince à épiler et la plaçait dans un sac en plastique. Les 24 heures qui suivirent ressemblèrent à un film d'action accéléré. Tandis que le procureur Hayes demandait des mandats d'arrêt et de perquisition au domicile des 4 policiers suspectés, le chef Rivera était dans son bureau à préparer les documents nécessaires au transfert immédiat de Reeves. « Ce satané gamin !» murmura Rivera, ignorant que sa secrétaire, Sandra Pearson, l'écoutait par la porte entr'ouverte. « Des années à monter ce plan et un enfant de 3 ans vont tout gâcher. » Sandra Pearson, qui avait travaillé pour le département pendant 2 décennies, toujours loyale et discrète, a fait quelque chose de différent ce matin-là. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro qu'elle avait enregistré pendant des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'utiliser. La ligne d'assistance téléphonique du FBI. Le journal numérique local, l'Oakwood Herald, a reçu une information anonyme à 14 heures. À 15 heures, il avait publié un article remettant en question le transfert soudain de l'agent Reeves.
À 16 heures, les principaux médias nationaux spéculaient sur l'affaire impliquant un enfant de 3 ans qui avait identifié un agent corrompu. Le sergent Peterson se rendait à une réunion d'urgence dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville lorsqu'il aperçut les premières voitures du FBI bloquant l'entrée. Il tenta de faire demi-tour, mais il était trop tard. Ce soir-là, l'agent Reeves regardait les informations dans son appartement, une valise à moitié pleine devant la porte. Son téléphone sonnait sans arrêt, des appels de Peterson, de l'avocat de l'association de police, du chef Rivera, il les ignorait tous. Nous sommes en direct devant le commissariat d'Oakwood, où des agents fédéraux viennent d'entrer avec des mandats de perquisition et d'arrêt, a annoncé le journaliste. Des sources ont confirmé que l'enquête portait sur une série de vols visant des résidents noirs et latinos âgés. La sonnette retentit. Reeves devina de qui il s'agissait avant même d'ouvrir la porte. Le lendemain, matin, la une de l'Oakwood Herald affichait une photo de 4 policiers menottés escortés hors du commissariat. La légende disait « La vérité dans la bouche d'un enfant, un plan de corruption policière dévoilé par un garçon de 3 ans. » Une semaine plus tard, au tribunal fédéral, la juge Martha Coleman a regardé les accusés avec sévérité. La salle d'audience était bondée de familles de victimes, de journalistes et au premier rang de Tanya Wilson tenant Isaiah sur ses genoux. Ces hommes ont juré de protéger et de servir, a déclaré la procureure Hayes dans sa déclaration liminaire. Au lieu de cela, ils ont exploité leur autorité pour terroriser les plus vulnérables d'entre nous. Ils ont choisi des victimes âgées, principalement noires et latinos, pensant qu'elles seraient des cibles faciles et que leur voix ne serait jamais entendue. Elle marqua une pause et se tourna vers Isaïe. Il n'avait pas compté sur la voix d'un enfant, une voix qui ne connaissait ni préjugés ni peur et qui reconnaissait la vérité lorsqu'elle la voyait. Le procès n'a duré que 3 jours. Les preuves étaient accablantes. Le badge, les relevés bancaires, les témoignages d'autres victimes qui se sentaient enfin libres de parler, et le témoignage étonnamment clair d'Isaiah, donné dans une salle spécialement aménagée pour les enfants. À la lecture du verdict final, coupable de tous les chefs d'accusation, un silence respectueux s'abattit sur la salle. Puis, lentement, une femme âgée au 2e rang se mit à applaudir. Bientôt, toute la galerie se leva pour une ovation debout qui sembla interminable. À l'extérieur du tribunal, sous les flashs incessants des appareils photo, un journaliste s'est approché de Tanya. « Qu'est-ce que ça fait de savoir que votre fils a changé tout un système ?» Tanya regarda Isaiah, qui jouait sans s'en rendre compte avec un petit camion de pompiers, complètement inconscient qu'il était devenu un symbole de justice et de changement. « Je pense que c'est ce que nous devons apprendre, » répondit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Voir le monde à travers les yeux d'un enfant, sans préjugés, sans peur de pointer du doigt ce qui ne va pas, même lorsque le mal porte un uniforme et un badge. 6 mois après le procès qui a secoué Oakwood, la ville avait été transformée. Ce qui avait commencé par 2 simples mots prononcés par un enfant de 3 ans avait déclenché de profonds changements structurels dans le système judiciaire. Le programme Isaiah, comme il était officiellement nommé, exigeait désormais que toutes les enquêtes impliquant des minorités soient automatiquement supervisées par un comité civil indépendant. L'utilisation de caméras corporelles en direct est devenue obligatoire, et un système innovant de détection de schémas basé sur l'IA a permis d'identifier les comportements suspects des agents. Je n'aurais jamais imaginé que mon fils changerait les lois, a déclaré Tanya Wilson lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de justice communautaire baptisé en l'honneur d'Isaiah. Aujourd'hui coordinatrice d'un programme qui rapproche la police et les communautés marginalisées, elle a trouvé sa véritable vocation. De l'autre côté de la ville, dans les barreaux du pénitencier fédéral de haute sécurité, l'ancien agent Thomas Reeves suivait la cérémonie sur un petit téléviseur. Sa peine de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle lui semblait encore plus lourde lorsqu'il vit le petit Isaiah, aujourd'hui âgé de 4 ans, couper le ruban avec des ciseaux en plastique coloré. « Éteignez ça !»
murmura l'ancien chef Rivera, également incarcéré dans le même complexe pénitentiaire. Ses cheveux, autrefois parfaitement teints, laissaient maintenant apparaître des racines blanches, un petit symbole de la dignité qu'il avait perdue avec son empire criminel. L'enquête a révélé que ce stratagème visant les personnes âgées noires et latinos durait depuis plus de 10 ans. Plus de 50 policiers ont été licenciés et 11 d'entre eux purgeaient de lourdes peines. Les 12 millions de dollars, récupérés sur des comptes offshore, ont été versés à un fonds d'indemnisation pour les victimes. L'affaire Isaiah a tout changé, a expliqué Hayes, aujourd'hui procureur général, lors de sa conférence à la faculté de droit de Harvard. Cela nous a forcés à reconnaître que les préjugés ne sont pas seulement un problème individuel, mais un problème systémique. Lorsque des institutions entières reposent sur des préjugés, elles trahissent précisément ceux qu'elles sont censées protéger le plus. La mère de Tania s'est remise de son traumatisme et est devenue une fervente défenseur des victimes âgées de la criminalité. Son témoignage devant le Congrès a été crucial pour l'adoption de la loi sur les communautés vulnérables. L'inspecteur Johnson, à la retraite, a enfin reçu la reconnaissance qu'il méritait. Après avoir été qualifié de paranoïaque et de difficile pendant des années, il a reçu la médaille d'honneur civile et a été invité à diriger la commission de réforme de la police. Isaiah a grandi sans se soucier de sa célébrité. Pour lui, les policiers n'étaient plus des figures menaçantes. La nouvelle génération d'agents, formés selon des protocoles stricts de lutte contre les préjugés, se rendait fréquemment dans son école pour des séances de formation. Les enfants voient la vérité que les adultes ignorent souvent, observe le Dr Davis dans son nouveau best-seller sur la perception des enfants. Ils ne sont pas aveuglés par les uniformes, le statut ou le pouvoir. Ils voient les gens tels qu'ils sont vraiment. Le dernier jour de l'année scolaire, l'institutrice d'Isaiah a demandé à chaque enfant ce qu'il voulait faire plus tard. Quand son tour est venu, il a répondu sans hésiter. « Je veux être juge pour m'assurer que tout le monde soit traité de manière égale. » La salle éclata d'applaudissements, même si Isaiah ne comprenait pas vraiment pourquoi. Pour lui, c'était tout simplement la bonne chose à faire. Par une froide matinée d'hiver, 2 ans après ce procès historique, Tania trouva une enveloppe dans le courrier. À l'intérieur se trouvait un important chèque d'indemnisation et une lettre. C'était de Sandra Pearson, ancienne secrétaire du chef Rivera, aujourd'hui responsable du programme de protection des lanceurs d'alerte. « J'ai passé des années en silence à constater l'injustice par peur, a-t-elle écrit. Votre fils m'a appris que le courage n'a pas d'âge. Parfois, il suffit de 2 simples mots pour changer le monde. » Tania souriait en regardant Isaiah jouer dans la cour avec son nouvel ami, le fils d'un des officiers retraités, travaillant désormais au programme communautaire. Les enfants couraient sans souci, inconscients des barrières qu'ils avaient brisées ensemble. La véritable justice, a déclaré Tania, ne consiste pas seulement à punir les coupables, mais à construire un monde où nos enfants peuvent grandir, sans craindre ceux qui jurent de les protéger. L'histoire d'Isaïe nous rappelle qu'il faut parfois l'innocence d'un enfant pour révéler les vérités les plus dures. Dans un monde de complexité adulte et de systèmes défaillants, notre plus grand espoir réside peut-être dans la simplicité de la vérité vue à travers des yeux qui n'ont pas encore appris à détourner le regard.